Bonjour mes amis, heureux de communiquer avec vous pour un autre chapitre, la généalogie de la conscience. Deleuze cite, c'est dans l'écroulement de la question, qu'est-ce que ça veut dire que le désir fait son entrée? L'immanence. Spinoza affirme que l'effort qu'on a tous, par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être est l'essence actuelle de cette chose, sa nature concrète. Lié à l'être humain, cet effort même n'est rien d'autre que le désir, copiditas. L'activité de l'être conscient qui emploie toutes ses forces et qui agit pour persévérer dans son être, tourné vers ce qu'il juge utile à l'affirmation de son existence. Cette activité pourrait être activité de l'esprit comme du corps. L'esprit est conscient de soi par les idées des affections du corps, bien que les hommes sachent qu'ils agissent en vue de ce qui leur est utile. Et c'est donc ça qui interdit de réduire le désir à une simple pulsion, à une simple puissance inconsciente. D'autre part, tout sentiment qui augmente ou diminue la puissance d'agir de notre corps, l'idée augmente ou diminue la puissance de penser de notre âme. Ainsi, nous voyons comment la puissance de l'esprit passe tantôt à une perfection plus grande, tantôt à une moindre, suivant l'influence que les sentiments exercent sur lui. En revanche, voilà pourquoi les sentiments ont été conçus généralement comme une chose horrible qui n'obéit pas à la raison, à la nécessité naturelle. Pour Spinoza, la raison, c'est la nécessité naturelle, c'est la loi, que les autres choses singulières. Voilà pourquoi les sentiments de jalousie, d'envie, de colère, etc. ont été perçus comme des vices qui troublent l'ordre de la nature. Et par suite, l'homme doit s'en dégager. Personne ne pourrait nier que le désir même est ce qui fait soumettre l'être humain aux sentiments. Une soumission naturelle, bien sûr, aux sentiments qui s'ensuivent nécessairement de la nature humaine. C'est pourquoi l'étude des sentiments ne pourrait pas donc être fondée sur des jugements de valeur portés sur les actions humaines. Bien au contraire, nous devrions comprendre la nature des affections immanentes à l'homme. De toute façon, Spinoza refusera toute opinion qui ferait de l'homme un être supérieur à la nature. C'est ça le sens de l'immanence. Cette affirmation même de Spinoza se répétera à tel point que Nietzsche dévoilera la futilité de l'opinion qui cherche à nous convaincre que la conscience confère à l'homme une place, un rang supérieur dans l'univers. Immanente. Contenue dans la nature, la conscience ne reflète-t-elle pas une blessure narcissique? Une telle blessure ne présente-t-elle pas une tentative pour placer la conscience dans sa condition naturelle?
au-delà de toute valorisation inouïe. On comprend donc pourquoi le conatus précède le cogito. Pour Spinoza, le conatus précède le cogito cartésien. En aucune façon, le moi pensant ne serait possible avant l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être, de s'affirmer, d'exister et de jouir de son existence. L'effort qui soumet l'être humain au sentiment. La volonté de puissance, même, notion empruntée à Nietzsche, est une espèce de conatus qui ne tiendrait pas à la conservation de soi-même, comme l'affirme Spinoza, mais au dépassement de soi. Pour Nietzsche, le conatus, le désir, est un dépassement de soi. C'est le vouloir vivre, inépuisable, qui se crée et qui crée essentiellement et continuellement les choses. La conscience ne peut être conçue comme antérieure au conatus, donc. L'essence même de la chose, les passions déterminent la conscience tant que la puissance d'agir de l'homme n'est pas augmentée jusqu'à se conserver et se concevoir lui-même et ses actions de façon adéquate. Par contre, les actions de l'esprit naissent des seules idées adéquates. L'expérience nous montre que les décrets de l'esprit ne sont rien en dehors des appétits mêmes. Ainsi, aussi longtemps que nous faisons partie de la nature, nous sommes condamnés à vivre sous le commandement des passions, d'une idée obscure et confuse. Par conséquent, on devrait accorder que l'accès à la véritable liberté nous renvoyons aux déterminations qui dépendent uniquement de la nature propre de la personne, sans recourir aux causes externes, à la contrainte externe, devra passer nécessairement par la correction des illusions. C'est ça l'enjeu, correction des illusions par la saisie des vraies causes des actions humaines. Ainsi, une telle conception authentique de la réalité profonde de l'être humain rompra donc avec toute tentative, toute tendance à attribuer à la nature humaine un caractère transcendant, faisant appel à un ordre de réalité supérieure, bien sûr à la transcendance, sans se soumettre à la nécessité naturelle. La conscience sera fausse, singulière en raison de l'ignorance des causes efficientes qui déterminent les choses, de la simple déformation, de la simple conversion de notre recherche continue de ce qui nous est utile et on désire pressant de cause finale.